Après la détérioration des relations entre Moscou et Bakou, les médias azerbaïdjanais ont rendu public des documents qui jettent la lumière sur les événements survenus dans le ciel de Grozny le 25 décembre 2024. Ce jour-là, un avion Embraer 190 AR de la compagnie aérienne azerbaïdjanaise a été abattu au-dessus de la capitale tchétchène, comme vous vous en souvenez. À son bord se trouvaient 67 personnes, dont 38 ont péri dans la catastrophe. Cependant, après la publication dans les médias de la vidéo de contrôle objectif du lancement du missile et de la note explicative du capitaine russe Dmitry Polodichuk, chef de l'équipage du système de missiles et de canons anti-aériens Pantsir qui a tiré sur l'avion, plusieurs questions se posent. Azimut 338, distance 7000, altitude 490, vitesse 118, cap 230. Oui, la distance est déjà de 7. Feu. Feu, j'ai dit. Il y a une séparation. Enregistrons cela, comme on peut l'entendre sur la vidéo et le lire dans la note du chef d'équipage du système de missiles et de canons anti-aériens Pantsir, Polodichuk. Il a signalé au poste de commandement la détection d'une cible à une distance de 7000 mètres. La cible volait à une altitude de 490 mètres et sa vitesse était de 118 mètres par seconde. Ensuite, il a reçu l'ordre par téléphone d'ouvrir le feu. Oui, par téléphone. Nous en reparlerons plus tard. Mais pourquoi un tel ordre a-t-il été donné ? La vitesse enregistrée de la cible était de 118 mètres par seconde, soit 424 km à l'heure. Et à une telle vitesse, les drones à moteur à piston ukrainiens ne volent pas. Leur vitesse habituelle est deux fois moindre. Et malheureusement, Kiev ne possède pas encore de drones à réaction capables de parcourir la distance de l'Ukraine jusqu'en Tchétchénie. Continuons à lire la note. À 8h11, la station de détection a identifié une cible potentielle que j'ai suivie précisément avec la station radar multifonction et rapportée au poste de commandement aérien de la 51e division. À 8h13, j'ai communiqué les coordonnées mises à jour. Azimut 338 degrés, distance 7000 mètres, altitude 490 mètres. Pendant 2 minutes, l'équipage et le poste de commandement ont observé un objet s'approchant de l'aéroport de Grozny, volant à 490 mètres d'altitude, suscitant de l'étonnement. 490 mètres est une altitude extrêmement rare pour un drone. Les drones volent généralement entre 30 et 60 mètres d'altitude pour échapper aux défenses anti-aériennes. Et étant donné qu'il n'y a pas de bâtiment à plusieurs étages dans les environs de Grozny, l'altitude aurait dû être encore plus basse. De plus, les drones effectuent des manœuvres d'évitement avant d'atteindre leur cible. Quant à l'avion civil, il volait en ligne droite. En d'autres termes, l'équipage et les officiers au poste de commandement ont observé durant 2 minutes un objet volant en ligne droite à 500 mètres d'altitude. Finalement, ils ont conclu qu'il s'agissait d'un drone ukrainien. Bien sûr, je ne pense pas que l'avion ait été abattu intentionnellement. Premièrement, il n'y a absolument aucun motif, et deuxièmement, en fait, le premier point suffit. La tragédie s'est plutôt produite à la suite d'actions non professionnelles des forces de défense anti-aérienne et du manque de coordination normale entre les forces de défense anti-aérienne et l'aviation civile. La Tchétchénie avait déjà subi des attaques de drones auparavant. Il est également important de noter que cette erreur tragique est le résultat de l'absence d'un système automatisé de transmission de données bien établi dans l'armée russe, ce dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Lisons la note de Polodichuk. À 5h48, j'ai signalé le passage à l'état d'alerte numéro 1 par téléphone portable. La connexion mobile était instable sur place et je n'avais pas d'autre moyen de communication fiable. Des câbles à fibre optique avaient été installés, mais n'étaient pas connectés au terminal et aucun téléphone numérique n'était présent. Oui, je vous ai déjà montré plusieurs fois des preuves que l'armée russe ne dispose pas d'un réseau d'échange de données bien établi, même dans des branches comme la défense anti-aérienne. Polodichuk écrit qu'il communiquait avec le poste de commandement via le réseau cellulaire, donc simplement avec un téléphone portable. De plus, il juge cette connexion instable. Donc, de quel équivalent russe du système Link-16 peut-on parler si un système de missiles anti-aériens communique avec le poste de commandement via un téléphone portable ? Et voilà le résultat. Est-il possible que la station radar du poste de commandement n'ait même pas vu l'avion ? Est-il possible que lorsque Polodichuk a annoncé une altitude cible de 490 mètres, les officiers supérieurs n'aient entendu que 90 et aient ordonné d'ouvrir le feu ? Il est possible qu'un officier peu expérimenté ait été en charge d'un équipement complexe de défense anti-aérienne et ait mal géré la situation. C'est impossible, c'est un fait. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, au minimum, je veux conseiller aux citoyens d'éviter de voler dans la zone de portée des drones ukrainiens, car le danger ne vient pas des drones, mais des équipages russes de la défense anti-aérienne qui reçoivent des ordres par téléphone portable.
Deuxièmement, la publication des documents que nous avons analysés doit évidemment être considérée dans le contexte des relations tendues entre Moscou et Bakou. En effet, aussi bien la note explicative que les vidéos du Pantsir, apparemment transmises par la partie russe à l'Azerbaïdjan dans le cadre d'une prétendue enquête conjointe sur la catastrophe aérienne, ont été rendues publiques précisément maintenant, pour une raison inconnue. Mais ce n'est évidemment pas le conflit entre Moscou et Bakou qui nous intéresse en soi. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont le principal allié de l'Azerbaïdjan, la Turquie, profite de toute cette situation. Et ici, permettez-moi de prendre un peu de recul en vous montrant un petit extrait de ma vidéo exclusive réalisée il y a 5 mois. Mais combien de temps la situation de double pouvoir va-t-elle durer en Libye ? La Turquie a de réels intérêts stratégiques dans le pays. La délimitation des frontières maritimes de Tripoli en faveur d'Ankara permet à Erdogan de revendiquer une vaste zone en Méditerranée où se trouve un important gisement de gaz. Le litige concernant cette zone grise opposait la Turquie, Chypre, la Grèce, l'Égypte et jusqu'à récemment la Libye qui a renoncé à la suite de la délimitation des frontières avec Ankara. En somme, la stabilité du gouvernement à Tripoli et l'absence de menace de Haftar à l'est du pays sont des tâches primordiales et stratégiques pour Erdogan. Une question me vient à l'esprit. Le nouveau gouvernement syrien bloque actuellement l'exportation du matériel militaire russe depuis Tartous. Comme on le sait déjà, les militaires russes ainsi que le matériel qui était auparavant stationné en Syrie sont en cours de redéploiement en Libye. Mais pourquoi ne les laisse-t-on pas terminer ce qu'ils ont commencé ? Et si c'était le cas qu'Ankara n'est pas intéressé à ce que le groupe russe en Libye se renforce ? Et si Ankara prévoyait de répéter son succès syrien mais cette fois en Libye ? Pour ceux qui souhaitent regarder la vidéo exclusive en entier, vous pouvez le faire en vous abonnant à la chaîne Telegram Byte Iliplius, au sponsoring YouTube ou à la plateforme Patreon. Cela apportera un immense soutien, non seulement à la chaîne. Les liens vers les services sont dans la description ou scannez le QR code à l'écran. Merci. À chaque fois que je parle des relations entre Moscou et Ankara, je souligne que la Turquie est le seul pays de l'OTAN avec lequel la Russie mène plusieurs guerres par procuration en même temps. Le Haut-Karabakh, la Syrie et la Libye sont devenus des arènes où les intérêts des deux États se sont croisés. Cependant, Vladimir Poutine a décidé de se concentrer sur les bombardements des villes ukrainiennes. Et, pendant qu'il était occupé, la Russie a successivement perdu de l'influence d'abord dans le Caucase du Sud, puis en Syrie. Il ne serait pas étonnant qu'après de tels succès, Recep Tayyip Erdogan s'attaque à la Libye. Et oui, nous avions absolument raison il y a 5 mois. Seulement, si à l'époque nous discutions de la probabilité d'un scénario de force de la part de la Turquie, aujourd'hui nous savons que sur la voie libyenne, Recep Tayyip Erdogan a choisi la voie diplomatique. Je vais expliquer brièvement, les détails sont dans une vidéo exclusive. Mais pour simplifier au maximum, la Libye, à l'heure actuelle, est un État divisé en 2 parties. L'est de la Libye est sous le contrôle du général Khalifa Haftar, appuyé par la Russie, alors que le gouvernement de Tripoli est soutenu par la Turquie. Bien sûr, des affrontements éclatent régulièrement entre les 2 parties, mais le 4 avril 2025, il se passe quelque chose de totalement inédit. Saddam Haftar, le fils du général, arrive dans la capitale turque et signe avec Ankara un accord de coopération militaire. Il n'y a pas si longtemps, les forces régulières turques envoyées en Libye affrontèrent les combattants de Haftar. Et maintenant, il s'agit d'une coopération militaire, et ce n'est pas simplement une déclaration d'intention. Il est question de l'acquisition d'armements turcs et de l'entraînement des forces armées par des experts turcs. Il n'y a pas si longtemps, le général déclarait qu'il n'y aurait pas de paix tant que les bottes des militaires turcs fouleraient le sol libyen, et aujourd'hui, on achète des armes à l'ennemi principal. Et donc, vous comprenez, la détermination de l'Azerbaïdjan à défendre ses intérêts nationaux face au comportement agressif de la Russie est bien sûr le résultat du renforcement de la Turquie sur la scène internationale. Moscou peut menacer Bakou autant qu'elle le veut, mais elle ne pourra rien faire. Je comprends parfaitement qu'en cas d'escalade, il suffira à Ankara de cesser de fermer les yeux sur le passage des pétroliers sous sanction par le Bosphore. Et la Russie perdra 30% de ses revenus pétroliers. Donc Solovyov peut déverser ses trips à la télévision autant qu'il veut, mais cela ne provoque plus rien d'autre que des rires. Avec tout le respect que je dois à l'Azerbaïdjan, à son histoire et à ses traditions, si la Russie hausse un sourcil ne serait-ce qu'une seconde... Je sais ce qui arrivera si la Russie s'en prend à l'Azerbaïdjan. Nous haussons un sourcil et l'Ukraine comprendra tout. Oui, un sourcil est toujours levé vers l'Ukraine, et si la Russie lève le deuxième vers l'Azerbaïdjan, alors on aura la mère Russie qui se tient là, les sourcils bien levés, et qui par toute son attitude dit « Putain, je suis choqué par tout ce qui se passe ». Comment ne pas afficher un visage étonné dans une telle situation ? En moins de 4 ans, la Russie a réussi à perdre une grande partie de son influence héritée de l'Union des républiques socialistes soviétiques
Honnêtement, je suis moi aussi quelque peu étonné de voir comment on a pu gérer un tel capital avec autant d'incompétence. L'Arménie envisage la fermeture des médias russes et le retrait des entreprises russes des sociétés stratégiques. Le Kazakhstan et le Royaume-Uni signent un accord de coopération militaire, la Serbie vend des obus à l'Ukraine. L'Azerbaïdjan, passons. Non, comprenez-moi bien, tout cela ne signifie pas que les pays de la communauté des États indépendants ou les États autrefois amis de la Russie vont bientôt rompre leurs relations diplomatiques avec Moscou. La Russie maintient une influence considérable grâce à ses secteurs pétroliers et gaziers et sa puissance militaire. Le fossé est malheureusement encore grand, je ne serais pas étonné qu'Aliyev se rende bientôt au Kremlin pour embrasser Poutine. Je comprends parfaitement que Moscou joue et continuera de jouer un rôle important dans les relations internationales pendant encore un certain temps. Je parle d'autre chose. Mais imaginez-vous combien de possibilités la Russie aurait eu si ce n'était pas pour cette politique absolument misanthrope, expansionniste et revancharde. Imaginez si le Kremlin était dirigé par un homme politique normal et raisonnable qui ne menaçait personne et commerçait paisiblement avec le monde entier. Quelles perspectives aurait le plus grand pays de la planète ? Mais non, cet abruti avait envie d'agitation. Vous savez, quand tout est calme, mesuré, stable chez nous, on s'ennuie, c'est la stagnation, on veut de l'agitation. Mais dès que ça commence à bouger, tout le monde se met à siffler de la tête. Et les secondes et les balles. Malheureusement, les balles sifflent aussi en ce moment. Alors on a peur, c'est l'horreur, l'horreur. Bon, c'est l'horreur, mais pas l'horreur. Dans l'ensemble, la situation est stable et sûre. Oh putain, bordel de merde. Là, on a vraiment pris cher. Vladimir Poutine parle régulièrement de la nécessité de créer un monde multipolaire. Bien sûr, il omet sournoisement de préciser que, dans sa vision, ce monde ne signifie pas la création de centres de pouvoir partout sur la planète, mais bien l'hégémonie totale de la Russie en Europe et dans une partie de l'Asie. Et quelque part là-bas, dans l'hémisphère occidental, commence la zone d'intérêt des États-Unis d'Amérique. Seules les transformations du système international de relations que nous avons évoquées aujourd'hui représentent le processus de formation d'un monde multipolaire. Il y a 30 ans, la Turquie était, comme on le disait, une province militaire et balnéaire de l'OTAN, alors qu'aujourd'hui, c'est un État absolument souverain qui prétend au rôle de leader régional. Je ne sais pas, peut-être que c'était le plan de Poutine, perdre une partie de son influence afin que d'autres États puissent l'accroître. C'est possible. De toute façon, je dis depuis longtemps qu'il n'y a pas de leader dans le monde qui ait fait autant de mal à la Russie et à son peuple que Vladimir Vladimirovitch Poutine.